Oui, donc Guillaume l'a dit, l'idée c'est de présenter Farguer à la fois pour ceux qui ne l'auraient pas du tout lu, s'il y en a parmi vous, et pour ceux qui l'ont lu en français et qui se demandent peut-être ce qui se trouve ailleurs dans ce cycle Lovecraftien d'Anders Farguer. Alors pour me présenter, je suis Martin Carayol, donc je suis avant tout traducteur, surtout traducteur technique, occasionnellement traducteur littéraire, du finnois et de l'estonien, un peu du hongrois également pour le technique. Et je suis chercheur à l'occasion. Là, j'ai un poste de chargé de cours à l'INALCO en traduction du finnois. Et en fait, dans mes thèmes de recherche, comme j'ai rien d'imposé, je m'amuse à aller voir un peu dans ce qui me plaît. Et en l'occurrence, quand j'ai lu le premier recueil d'Anders Schwager sorti en France, Les Furies de Burros, ensuite je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre de pas traduit? Et je me suis vraiment intéressé à cet auteur. Étant un vieux lecteur de Lovecraft, que j'ai lu surtout il y a 25-30 ans, à vrai dire, je ne l'ai pas énormément relu ces derniers temps, alors qu'il faudrait. Mais voilà, ce qu'a écrit Fager en tant qu'auteur post-Lovecraftien, on va revenir sur ce terme, bien sûr, ça a tout de suite bien fonctionné sur moi. J'ai senti toute une culture rôlistique aussi derrière qui m'a bien plu en tant que rôliste également occasionnel. Et c'est ce qui aboutit à un article que j'ai écrit sur lui, qui va me servir de base pour cette conférence d'ailleurs. Attendez, je l'ai mis où ? Voilà. Cet article, enfin, c'est paru dans cette revue polonaise consacrée à Lovecraft, avec des articles essentiellement francophones d'ailleurs. Je vous redonnerai les références éventuellement en fin de conférence. Alors, oui, je vous disais l'idée est de présenter surtout Fager, mais bon, au cas où je présente également Lovecraft, même si je suis bodeur que nous sommes entre Lovecraftiens, voire entre Lovecraftologues. Donc, d'abord, je m'intéresse au cycle d'Arkham en tant que terrain de jeu transfictionnel. Donc, la transfiction, on va définir cela également. Je présente d'abord Lovecraft très rapidement, on va peut-être passer des heures, puis les écrivains post-Lovecraftiens. Ensuite, je propose une typologie des récits post-Lovecraftiens avec les différents critères, les différentes caractéristiques qu'on va retrouver chez la plupart d'entre eux. Et ensuite, je vais voir en quoi ces dernières décennies, en fait, au fur et à mesure de la tradition, de l'évolution de cette tradition post-Lovecraftienne, les auteurs ont proposé petit à petit ce qui peut s'apparenter à une métalittérature. Donc ensuite, la plus grande partie de cette conférence, évidemment, sera consacrée à Anders Schwager dans cette tradition post-Lovecraftienne. Donc lui, ça fait 13 ans qu'il a commencé à proposer des textes post-Lovecraftiens. On va s'intéresser aux aspects thématiques et diégétiques de ces textes, donc comment ces textes se présentent-ils et de quoi nous parlent-ils, donc au niveau de la construction. Et au niveau des thèmes, ce qu'apporte principalement Fager, c'est justement la sexualité dans l'univers Lovecraftien, et surtout une omniprésence des allusions à la culture populaire. Je vous parlerai ensuite des hypotextes, des textes de Fager, c'est-à-dire les textes dont il s'inspire principalement chez Lovecraft ou chez d'autres, notamment en évoquant les différentes créatures qui se retrouvent chez Fager et qui sont tirées du cycle d'Arkham, qu'on appelle aussi couramment le mythe de Cthulhu, mais comme vous le savez sans doute, l'étiquette de mythe de Cthulhu est un peu désavouée parce qu'elle vient essentiellement d'Auguste Derleth, beaucoup plus que de Lovecraft lui-même. Ensuite, je poserai quelques questions. Est-ce que Fager représente une sorte de retour au premier degré dans les textes post-Lovecraftiens, après un certain nombre de textes métalittéraires, justement, de textes au second degré, comme on dit? Et enfin, pour reprendre un peu le titre de la conférence, j'évoquerai le fantastique nordique de manière plus générale et on verra dans quelle mesure Fager s'inscrit dans ce fantastique nordique. Donc Lovecraft, rapidement, ce fondateur du cycle d'Arkham, évidemment vous connaissez tout cela, vous connaissez ses dates, œuvre à mi-chemin entre le fantastique, la science-fiction et occasionnellement le merveilleux. Pourquoi occasionnellement le merveilleux? Juste à cause des contrées du rêve. Sinon, science-fiction pour l'aspect solitude cosmique de l'humanité et pour l'idée que les créatures évoquées ne sont pas des dieux,
Cthulhu, Shub-Niggurath, etc., ne sont pas à proprement parler des dieux ou des créatures surnaturelles, mais plutôt des créatures extraterrestres. Et donc, on part d'un postulat rationnel qui est caractéristique plutôt de la science-fiction. Et en même temps, il a très souvent été rattaché au fantastique, malgré les objurgations de gens comme Michel Murger, qui a théorisé l'appartenance de Lovecraft à la science-fiction, ou de gens comme Roland Wagner également, qui considérait que Lovecraft était avant tout un auteur de science-fiction et pas de fantastique. Mais l'aspect terreur, peur, évidemment, fait que Lovecraft ressortit pour une large part au genre fantastique également. Donc l'idée fondatrice avec ces entités divines, les grands anciens, vous connaissez tout cela, je ne m'attarde pas. Ces entités divines, ou qui sont en fait extraterrestres, comme je le disais, sont complètement indifférentes à l'humanité. L'humanité ne compte pas pour elles, elles sont d'une certaine façon au-delà du bien et du mal. C'est pour cela que là, je mentionne l'absence d'aspects moraux dans l'évocation de ces créatures. Chez Lovecraft, l'essentiel des textes se passe en Nouvelle-Angleterre, avec des villes fictives comme Arkham et Innsmouth. Et on trouve de nombreux motifs récurrents, comme les livres maudits qui précipitent leur lecteur dans la folie, au premier rang desquels, bien sûr, le Necronomicon, et divers sorciers et sectateurs qui œuvrent au retour des grands anciens. Et ces motifs récurrents, on va en retrouver bien sûr un certain nombre chez Fager, par l'intermédiaire du jeu de rôle, où, vous le savez sans doute également, les scénarios, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu en particulier, les scénarios tournent très souvent autour de sectateurs qui visent à faire revenir les grands anciens sur Terre, ou à faire sortir Cthulhu de sa demeure sous-marine, et autour de livres maudits également qui rendent fous les investigateurs, c'est-à-dire les joueurs. Alors, les écrivains post-Lovecraftiens, pour les évoquer rapidement, rappelons que c'est une tradition commencée du vivant de Lovecraft, avec Robert Bloch, par exemple, Robert Howard, qui ont commencé dès les années 22-25, je pense, à écrire des nouvelles inspirées, enfin surtout les années 30 quand même, inspirées de ce que proposait Lovecraft. Ces écrivains étaient en fait des admirateurs forcenés qui correspondaient avec Lovecraft et qui lui témoignaient leur admiration, voire dévotion, en écrivant des textes dans son univers autour du cycle d'Arkham. Bon, il faut mentionner Auguste Derleth, là que j'ai catégorisé comme contributeur détourneur, puisqu'il a essayé de ramener le mythe de Cthulhu ou le cycle d'Arkham dans le giron de la morale chrétienne, en inventant non seulement, enfin à côté des grands anciens, des dieux encore plus anciens et surtout des dieux qui étaient plutôt du côté du bien, alors qu'il estimait que les dieux, les créatures inventées par Lovecraft en tant qu'ennemis de l'humanité étaient forcément du côté du mal. Mais en fait, cette idée d'une morale qui s'organise autour d'une partition entre bien et mal est tout à fait étrangère à ce que voulait faire Lovecraft. Et bien sûr, il faut mentionner l'internationalisation et la popularisation de cette veine post-Lovecraftienne depuis les années 90, comme on va le voir, avec beaucoup plus de textes. C'est encore plus vrai en fait depuis les années 2010. Beaucoup plus de textes post-Lovecraftiens venant vraiment de tous les pays. Et puis, bien sûr, tout cela va de pair avec la mondialisation de la pop culture, la popularisation de tout ce qui était geek dans les années 80-90 et qui est devenu un mouvement de fond qui fait que c'est désormais la culture classique qui est poussée dans ses retranchements alors que la culture geek en vient à dominer. C'est dans ce contexte-là qu'on en est venu à créer des poupées et des peluches Cthulhu qui attestent bien un changement de paradigme par rapport à ce que les vieux Lovecraftiens ont connu au XXe siècle. Alors, cette transfictionnalité post-Lovecraftienne, qu'est-ce que c'est? Alors, la transfictionnalité, pour définir cela clairement, pour reprendre les mots de Richard Saint-Gelais qui a proposé le terme, c'est une relation de migration de données diégétiques. Alors, les données diégétiques, c'est l'ensemble de ce qui fait partie de l'intrigue, de ce qui fait partie, pardon, de l'intrigue, donc les personnages, les lieux évoqués, les éléments de l'intrigue. Relation de migration avec une modification, le plus souvent, de données diégétiques entre différents auteurs. Ce qui fait que, par exemple,
Sherlock Holmes s'est retrouvé chez plein d'autres auteurs que Conan Doyle. Et ici, par excellence, le cycle d'Arkham nous fournit un très bon exemple de transfictionnalité massive. Alors ensuite, oui, pour cette typologie que j'ai voulu proposer, j'ai essayé de ranger les caractéristiques des textes post-Lovecraftiens avec une constante A qui se subdivise elle-même en plusieurs sous-constantes. Les constantes A, ce sont les références à des choses inventées par Lovecraft, donc dans un premier temps des divinités figurant au panthéon Lovecraftien. Enfin, je dis divinité, mais comme je l'ai dit, il faudrait plutôt dire des créatures pour être plus large et ne pas préjuger de l'appartenance de Lovecraft à tel ou tel genre. En constante A2, les références au Necronomicon ou éventuellement à d'autres livres maudits. Et en A3, les références aux lieux classiques du mythe, Arkham, R'lyeh, la demeure, enfin la ville sous-marine où Cthulhu rêve et attend. Ensuite, la constante B, c'est l'idée que nos auteurs post-Lovecraftiens vont étendre le cadre des manifestations du mythe à d'autres pays, ou dans un premier temps aussi à d'autres États des États-Unis, et puis maintenant surtout à d'autres pays. En constante C, on a les allusions au mythe en tant que créés par Lovecraft ou révélés par Lovecraft. Donc c'est très métalittéraire, on fait allusion au fait que ces créatures ont d'abord été mentionnées par un écrivain. Et souvent, dans les textes où figure cette constante C, on a des personnages qui disent mais ces trucs-là, c'est une invention de Lovecraft, c'est pas réel. Et dans un second temps, bien sûr, ils se rendent compte, ah ben si, c'est réel. Et Lovecraft n'était pas juste un écrivain, c'était une sorte de prophète qui a révélé une vérité cosmique sur notre monde. En constante C, on a la reprise de traits stylistiques tirés de Lovecraft et de topoi Lovecraftien que je détaille dans ce tableau. Ensuite, alors là, voilà, je vous mets quelques récits post-Lovecraftiens en titre. Et en fait, il y a 3 morceaux de tableau pour que ce soit lisible. Vous retrouvez mes constantes. Ici, à droite, pour la constante D avec les topoi Lovecraftiens, c'est-à-dire les lieux communs, les clichés Lovecraftiens. Si vous n'êtes pas familier du terme topoi, en fait, c'est juste un cliché, quoi. Il m'a semblé en tout cas que les 3 clichés les plus courants chez les suiveurs de Lovecraft, c'était l'idée de la santé mentale en péril, l'idée du retour des grands anciens, et ensuite, plus marginalement tout de même, le protagoniste qui découvre les œuvres de Lovecraft et qui justement s'aperçoit qu'elles ne font que révéler la stricte vérité sur le monde. Donc ici, dans ce premier morceau de tableau, vous avez un peu les premiers classiques du courant post-Lovecraftien. Avec notamment des textes qui se retrouvent dans l'édition bouquin, qui est celle qui est la mienne d'une certaine façon. Comme j'ai lu tout ça dans les années 90, je suis plus familier de cette traduction qui passe parfois aujourd'hui pour vieillie, puisqu'elle a été supplantée par des traductions un peu plus fidèles au texte. Mais en tout cas, par exemple, les textes de James Wade et de Colin Wilson, ici, le deuxième mentionné, Le Retour des Loigors, se trouvait dans cette édition bouquin très classique en 3 volumes, paru vers 92-93 chez nous. Je vous laisse le temps de regarder s'il y a des choses qui vous intriguent. Vous pouvez les évoquer dans le chat ou on y reviendra sur la fin. Donc, par exemple, voilà, dans la catégorie A3, je mentionne les lieux en particulier qui font partie des classiques de la toponymie Lovecraftienne et qui se retrouvent dans ces textes inspirés de Lovecraft. Et dans l'extension géographique, vous voyez que dans un premier temps, on a des textes qui se passent ailleurs aux États-Unis, ici la côte ouest avec James Wade, ou bien en Europe avec le Pays de Galles, ici chez Colin Wilson. Mais dans un premier temps, ça a été très marginal puisque c'était avant tout des auteurs états-uniens qui s'intéressaient à ce nouveau courant des récits inspirés de Lovecraft. Et c'est seulement plus récemment qu'on a eu vraiment beaucoup d'auteurs européens. Je vous mets le deuxième morceau de tableau. On arrive justement à Underspager tout en bas à gauche. Ici, on peut remarquer qu'on a déjà beaucoup de textes qui font des allusions métalittéraires, qui font des allusions donc aux créatures
du panthéon Lovecraftien en tant qu'inventé par Lovecraft, avant qu'on ne s'aperçoive qu'en réalité, elles sont réelles. Par exemple, bon, un texte tout à fait emblématique du courant métalittéraire, c'est justement le texte de Roland Wagner, HPL 1890-1981, qui est surtout une uchronie fondamentalement, où Wagner imagine que Lovecraft a vécu 91 ans, comme vous voyez, et que du coup, la face de la littérature populaire s'en est trouvée bouleversée. C'est un texte vraiment très intéressant à analyser. C'est ce que j'ai fait dans un texte qui peut se trouver sur Internet qui s'appelle Cthulhu à Helsinki, où j'évoque assez longuement ce texte de Wagner qui est très intéressant. Donc, je ne m'attarde pas davantage dessus ce soir. Et un peu dans le même genre, on a cette nouvelle finlandaise de Johanna Sinisalo, qui est un peu le chef-d'œuvre post-Lovecraftien que nous a apporté la littérature finlandaise. Bon, c'est pas traduit, mais c'est une nouvelle sur laquelle je reviendrai peut-être parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et sinon, on arrive à Anders Schwager, donc dans la dernière décennie. On repart en Suède et non plus en Finlande, bien sûr. Et donc là, je mets dans l'extension géographique qu'on a une nouvelle extension géographique du mythe avec la Suède, puisqu'Anders Schwager s'est vraiment attelé à proposer une localisation, une relocalisation de l'univers Lovecraftien en Suède, que ce soit à Stockholm le plus souvent, ou bien dans l'archipel de Stockholm, où se passent des choses très étranges, ou bien également à Borås, plus sur la côte ouest, enfin pas sur la côte, mais dans l'ouest de la Suède. D'autres exemples plus récents de textes post-Lovecraftiens, je pense que vous êtes tout à fait familier d'au moins 3 d'entre eux. Le second, là, celui de Pasi Maria Eskelainen, c'est finlandais et c'est pas traduit, mais bon, je le mets là parce que la littérature finlandaise est quand même ma marotte et mon sujet de recherche initial. Ce texte-là imagine fondamentalement une espèce de multiplication des profonds, qui sont ces créatures hybrides inventées par Lovecraft, créatures marines, mi-homme, mi-poisson d'une certaine façon, et qui sont des adorateurs de Cthulhu. Et dans ce gros roman très ambitieux, qui se termine par une fin métaphysique et très métalittéraire pour le coup, on a, oui, l'enjeu principal, c'est cette histoire d'une invasion de profonds. Enfin, autrement, voilà, vous connaissez sans doute mieux le livre de Patrick Marcel, Les nombreuses vies de Cthulhu, où il imagine que le mythe est réel, mais qu'il n'est pas le seul dans l'univers fictif à être réel, dans l'univers fictionnel, disons plutôt, puisque toute la science-fiction du début du XXe siècle, dans ce livre de Patrick Marcel, se retrouve dans le même panier d'une certaine façon. C'est-à-dire que Patrick Marcel nous propose une espèce de faux documentaire où il part du postulat que le mythe de Cthulhu est réel, mais également les héros de Verne et de Conan Doyle, King Kong, Tintin, donc parmi les héros de Verne, par exemple le capitaine Nemo, évidemment. Et il propose un livre très érudit où il mêle tous ces faits de culture populaire, plus ou moins connus, au mythe de Cthulhu. Et il montre que tout cela peut s'interpénétrer et qu'on peut lire toute la littérature, toute la culture populaire de 1880 à 1960, en gros, pour évoquer les principaux faits culturels qu'il évoque, se retrouve donc dans un grand ensemble où tout est interconnecté. Vous avez sans doute lu, parce que ça fait partie des grands succès de la littérature post-Lovecraftienne récente, un ou deux des livres de Gilberto Villarroel, où il fait se rencontrer le capitaine Cochrane et les entités du mythe. Et puis on a le texte de Keith Johnson aussi, que j'ai mis là, La quête onirique de Velidbo, qui est une réécriture de la quête onirique de Randolph Carter, bien sûr. Si vous voulez plus de détails sur certains de ces textes, on pourrait y revenir, mais je pense qu'ils sont relativement connus. Et puis, on n'en est toujours pas à Fager, donc je vais quand même avancer un peu plus vite. Donc,
Parmi les tendances récentes, justement, j'évoquais le texte de Keith Johnson qui est intéressant à plus d'un titre, notamment parce qu'il explore les contrées du rêve alors que ça a longtemps été négligé dans la littérature post-Lovecraftienne. C'est le versant un peu plus merveilleux, fantasy, comme on dit souvent, de la création Lovecraftienne, les contrées du rêve. Et je me dis que c'est peut-être parce qu'elle joue un rôle plus important que chez Lovecraft dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qu'elles sont beaucoup réemployées aujourd'hui dans les créations Lovecraftiennes, qui, à mon avis, sont tributaires, en gros, aussi bien de Lovecraft que de la culture holistique autour de Lovecraft. On y reviendra à propos de Fagelin. Et je mentionne ensuite les réécritures un peu moralisantes de Lovecraft, et dont le texte de Keith Johnson, là encore, est un exemple, enfin, est un parangon, disons. Les réécritures moralisantes au sens où elles incluent des considérations morales pour corriger les aspects aujourd'hui critiquables des textes de Lovecraft. On parle beaucoup, le racisme, la misogynie. Et dans le texte de Keith Johnson, que vous avez peut-être lu également, il y a des notations très critiques envers Randolph Carter, d'une certaine façon, mais évidemment, c'est Lovecraft qui est visé à travers Randolph Carter, pour dire que tout de même, c'était une littérature blâmable pour sa misogynie et pour son racisme. Donc une espèce de moralisation de Lovecraft à l'aune de notre morale culturelle actuelle. Donc, bon, sur la métalittérature, je vais passer, ce n'est pas tellement le sujet de cette conférence. Vous avez juste ces quelques citations si le sujet vous intéresse. Et donc, Anders Schweiger, qui est-il? Bon, c'est un Suédois né en 1964. Il est à la fois écrivain et concepteur et scénariste de jeux de rôle. Il a beaucoup travaillé sur la récente édition de l'Appel de Cthulhu en Suède, Cthulhu Sverige, qui est une édition officielle Chaosium, enfin validée par Chaosium de l'Appel de Cthulhu, mais qui est spécialement centrée sur la Suède. Donc évidemment, il y a des ponts entre le jeu de rôle suédois et les textes de Fager, et d'ailleurs, il a collaboré à plusieurs suppléments de ce jeu de rôle. Fager est l'auteur de 3 romans qui forment une trilogie autour d'un personnage qui s'appelle Cornelia Carlson, dont on va reparler. Et précédemment, il avait écrit 2 recueils de nouvelles, enfin un recueil qui a grossi au fil du temps, les Svenska Kulter, et les sectes suédoises, les cultes suédois, avec tout un système de personnages récurrents particulièrement alambiqués. Il faudrait presque faire une carte mentale pour s'y retrouver, mais on va en reparler. Et donc, je vous disais, acclimatation du mythe en Suède. Et vous avez les titres de ces 3 romans, donc là je les ai mis en suédois, mais ensuite je les mentionne en français. Le premier signifie « Je l'ai vu aujourd'hui à la réception ». Le second, « Un homme de style et de goût ». Et le troisième, « Guerre, enfant ». Et ces 3 titres, en fait, sont tirés de chansons des Rolling Stones, ce qui est un premier indice de l'importance de la culture populaire chez Fager. Le premier, c'est Well, I saw her today at the reception. Le second, donc, c'est dans Sympathy for the Devil, A Man of Wealth and Taste. Enfin, la traduction n'est pas exactement ça, mais c'est à cela que ça fait référence. Et ensuite, War Children, c'est dans Let It Bleed, je crois. Non, c'est dans bon, le titre de la chanson m'échappe, mais peu importe. Donc, on a 3 types de textes chez Fager. Les nouvelles qui revisitent de grands thèmes du fantastique Lovecraftien, donc notamment les sacrifices humains dans la forêt, une artiste maudite qui fait un peu écho à Pickman dans les nouvelles de Lovecraft, le modèle de Pickman par exemple, le voyage interdimensionnel, la folie, la sorcellerie bien sûr. Il y a également des fragments qui sont en fait des nouvelles plus courtes que les nouvelles proprement dites. Les fragments font à peu près 4, 5, 6 pages. Et ces fragments servent à approfondir les personnages clés qui apparaissent dans les autres textes des Svenska Kulter, dont Ingemar Fredman, qui est vraiment le personnage central avec Cornelia Carlson. Fredman, c'est un sorcier immortel qui, depuis au moins le XVIIe siècle,
gère un peu les rapports entre certains cercles d'initiés qui cherchent périodiquement à invoquer les grands anciens et avec les grands anciens, puisque lui a cette position d'une certaine façon de médiateur en qualité de sorcier particulièrement puissant. Il y a également la messagère de la femme boursouflée, dont on va reparler. Et également, justement, si vous avez lu La Reine en jaune, le deuxième volume de nouvelles paru en français, vous avez fait connaissance avec Muhvit, qui est une artiste qui voyage entre les plans de réalité et qui se retrouve dans la principale nouvelle la concernant à assassiner son ex-mari. Et enfin, donc, cette trilogie de romans qui tourne autour de Cornelia Carlson, une élue de Nyarlathotep destinée à œuvrer malgré elle au retour des grands anciens. Alors, c'est intéressant d'évoquer la situation éditoriale en France autour de tous ces textes, puisque on connaît surtout les nouvelles et les fragments, mais même là, en fait, les 2 tomes parus en français, chez Mirobol puis en pocket, sont très incomplets et proposent les textes dans le désordre par rapport à l'édition suédoise complète. Il manque en gros dans l'édition française 2 des fragments, mais il est vrai qu'ils sont relativement mineurs, et 3 nouvelles, dont une de mes préférées. Donc, en ce moment, en France, on est mal loti. Pour vraiment connaître l'œuvre de Fager, il va falloir attendre qu'un éditeur se décide à traduire ce qui manque. Et ce qui manque, c'est essentiellement, bien sûr, cette trilogie de romans, qui est un peu la clé de voûte, en plus, de la création de Fager. Alors, je vous disais, un des thèmes principaux qui distingue Fager dans l'océan des textes post-Lovecraftiens, c'est le rôle de la sexualité. Il n'est pas le seul, bien sûr, auteur à avoir introduit ce thème dans l'univers Lovecraftien. On pense en particulier à Alan Moore avec ses bandes dessinées Néonomicon et Providence, qui tournent largement autour de la sexualité. Pour évoquer plus précisément une nouvelle, on peut parler des 3 semaines de bonheur, qui évoque la sexualité d'une jeune profonde, bon, quasi humaine, hein, elle peut évoluer dans le monde des humains sans être ostracisée, si elle fait attention en tout cas. Elle est gérante d'un magasin d'aquariophilie, elle erre dans Stockholm la nuit à la recherche d'hommes avec qui coucher pour se faire féconder. Et également, donc, dans le chef-d'œuvre de Mademoiselle Vitt, dont je vous parlais à l'instant, on a cet artiste d'avant-garde dont les œuvres qui la rendent célèbre sont complètement pornographiques. Et c'est ce qui fait qu'elle va intéresser le comité Carcosa, non emblématique, bien sûr, de l'univers Lovecraftien, Carcosa, qui est un comité de sorciers et qui va lui proposer de faire une œuvre encore plus subversive. Et à la suite de ce défi lancé par le comité Carcosa, Muhvit va assassiner son ex, comme je vous le disais, en direct à la télévision. Pour la culture populaire, bon là, je m'y attarde beaucoup dans mon article, donc je vous y renverrai si ça vous intéresse. Mais en gros, on a beaucoup de références à des chansons et à des clips des années 80-90 tout au long de la jeunesse de Cornelia Carlson dans la fameuse trilogie, quand le narrateur détaille son parcours au fil de son initiation par Nyarlathotep, au fur et à mesure qu'elle grandit en âge, qu'elle vogue de ville en ville en Europe, parce qu'elle a un parcours très pan-européen, cette Cornelia Carlson. Et donc, son itinéraire de vie et son initiation à la sorcellerie cthulhienne, si l'on veut, sont rythmés par les chansons à la mode aux diverses époques évoquées. Et enfin, en fait, je trouve très franchement que j'allais dire un des traits de génie, mais en tout cas une des caractéristiques les plus fascinantes chez Fager, c'est la manière dont il se sert de la culture populaire de manière générale, mais surtout, par moments, ça aboutit à une quasi bande originale dans certains chapitres, dans certains passages, notamment une scène de magie occulte qui tourne mal et qui est entièrement rythmée par l'album d'Iggy Pop, The Idiots. Ça, c'est dans le c'est dans le 2e tome de la trilogie. Et j'ai hâte que ce soit traduit en français parce que ça me paraît vraiment un morceau de bravoure. On peut sans doute trouver des choses un peu équivalentes chez Bret Easton Ellis ou des auteurs états-uniens chez lesquels la musique populaire, notamment
occupe une place de choix, mais je trouve que ça n'a jamais été fait à la manière de Fager. Mais ça, c'est un aspect que j'aimerais approfondir éventuellement dans un futur article, justement, qui essaierait de trouver d'autres auteurs qui se sont amusés à faire cela, avec de vrais échos entre l'intrigue et les tensions dramatiques, les événements qui se déroulent dans le texte, et le contenu des chansons, que ce soit le contenu musical ou le contenu des paroles. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et autrement, donc, il faut bien s'attarder un moment sur cette trilogie non traduite autour du personnage de Cornelia Carlson, parce que c'est le véritable aboutissement. Quasiment tous les personnages évoqués dans les nouvelles précédemment par Fager vont se retrouver dans cette trilogie très ambitieuse. Donc là, je vous mets un petit résumé, on va lire ça très vite. Donc dans le premier tome, vous l'avez compris, on évoque la jeunesse de Cornelia Carlson, élue de Nyarlathotep, peu à peu initiée par lui. Donc on voit comment elle acquiert peu à peu son savoir ésotérique, notamment par le biais de ce personnage, Karl Ove Mohin, bibliothécaire et apprenti occultiste. Au début, elle veut déjouer les plans de Nyarlathotep, qu'elle appelle le chuchoteur, qui est une espèce de voix en elle qui l'obsède et qui la dérange. Et elle se dit qu'elle va lutter contre les plans de Nyarlathotep. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et peu à peu, elle abandonne en fait l'idée de lutter et elle devient une créature de Nyarlathotep. Et elle va décider de hâter sa venue sur Terre, c'est ce dont on s'aperçoit dans le deuxième volume, pendant que les sociétés secrètes essayent de l'amadouer, de se ranger à ses côtés pour bénéficier de l'immortalité, puisque souvent quand les humains essayent de s'acoquiner avec les créatures du mythe de Cthulhu, c'est dans l'espoir de bénéficier de pouvoirs mirifiques et notamment de l'immortalité. Et dans l'autre camp, on a Fredman et quelques rares alliés qui vont essayer d'empêcher la catastrophe. Donc Fredman, je vous le rappelle, c'est ce savant, cet intellectuel immortel qui parcourt l'Europe depuis le XVIIe siècle, qui a lui-même été en contact avec les grands anciens, mais qui essaye de faire en sorte qu'ils ne détruisent pas tout sur Terre. Et enfin, donc le troisième volume, on a les ultimes luttes entre ces occultistes et Fager, et Fredman. Et puis on a enfin l'arrivée de Nyarlathotep, appelé par Cornelia et son armée de jeunes fanatisés. Bon, évidemment, je ne vais pas vous divulgacher la suite et vous dire ce qui se passe à la fin, mais je tenais quand même à vous donner cet aperçu d'ensemble, d'autant qu'on ne sait pas si ça va être traduit en français, donc pour fournir une image de ce que propose Fager, je tenais à vous présenter cette trilogie. Et alors, ce qui est passionnant, en fait, non seulement c'est l'intrigue principale, mais c'est aussi l'épaisseur historique qu'on va trouver dans cette trilogie, qui est supérieure à ce qu'on trouve dans les nouvelles, puisque le passé de l'immortel Fredman est évoqué à de nombreuses occasions. On se rend compte qu'il a été ami avec la reine de Suède, Christine, dans les années 1660-1680 essentiellement, si je me souviens bien. Ami avec le dramaturge de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Strindberg, et ami avec cette fois un personnage, enfin ami et ennemi avec un personnage fictif d'occultiste très puissant dans les années 30, Bertholz, qui a des sympathies nazies, comme on s'en aperçoit au fur et à mesure des textes de Fager, et qui est un peu au cœur du jeu de rôle Cthulhu-Sverige, donc l'adaptation de l'appel de Cthulhu en Suède, récemment paru. Alors voilà, j'évoquais l'idée des hypotextes, c'est-à-dire les textes dont viennent les créatures évoquées par Fager. Et vous voyez qu'il y a toute une diversité d'hypotextes. Parce que, par exemple, dans le premier recueil français, Les Furies de Boros, vous avez Le vœu de l'homme brisé, qui est une des rares nouvelles historiques qu'on trouve dans ce qui est parlé en français. Et Itakwa, c'est une Itakwa, dans certaines autres orthographes, c'est une divinité qui vient avant tout d'Opus Terlet et pas de Lovecraft. La messagère de la femme boursouflée, ça ne se retrouve pas à ma connaissance dans des textes, que ce soit de Lovecraft ou d'autres auteurs. Ça vient en fait, pour Fager, du jeu de cartes L'Appel de Cthulhu. C'est là qu'il l'a rencontré la première fois, me semble-t-il. Mais en fait, dans le jeu de cartes à collectionner de L'Appel de Cthulhu,
Ce personnage vient de la campagne pour l'appel de Cthulhu qui s'intitule Les Masques de Nyarlathotep, campagne bien connue, la principale campagne pour le jeu de rôle. Et donc, ça s'inspire indirectement, évidemment, de Lovecraft. On trouve dans les nouvelles qui tournent autour de cette jeune artiste pornographique que j'évoquais, Mu-8, des allusions aux Ziad et à Carcosa. Donc ça apparaît bien dans Lovecraft, de manière assez marginale. Mais Lovecraft, quand il évoque Carcosa, les Ziad, toutes ces choses qui se retrouvent également, par exemple, dans la série True Detective, il s'inspire du recueil de Robert Chambers, Le Roi en jaune, enfin du recueil plus précisément de la nouvelle qui porte le même nom. Et Chambers lui-même avait pris ça chez Ambrose Bierce, le nouvelliste états-unien de la fin du 19e. Non, plutôt 1860, je crois. Disons deuxième moitié du 19e. Et en fait, oui, Fager l'a dit dans plusieurs entretiens, lui, à l'origine, il connaît le mythe par l'intermédiaire du jeu de rôle. C'est par le jeu de rôle qu'il a fait connaissance avec Lovecraft. Et c'est pour ça qu'on trouve des traces du jeu de rôle dans sa création, notamment par le rôle des sectateurs et des différents groupes d'occultistes, qui est plus une caractéristique des jeux de rôle inspirés de Lovecraft que de Lovecraft lui-même, même si on pourrait dire que l'espèce de cercle de sorciers que forment Joseph Curwen et ses alliés dans l'affaire Charles Dexter Ward est une forme de précurseur, enfin donne un élan à toute cette pléthore de cercles d'occultistes qu'on va trouver ensuite dans le jeu de rôle et ici chez Fager. C'est une forme de premier pas, si on veut, dans cette direction. Alors, les créatures du mythe chez Fager, il y a tous les classiques. Cthulhu un peu moins que les autres, en fait, si ce n'est qu'il apparaît par l'intermédiaire des profonds. Mais sinon, il y a relativement peu d'allusions à Cthulhu lui-même chez Fager. Mais on a bien sûr Shub-Niggurath dans Les Furies de Boulos. Les Furies, dans cette nouvelle, ce sont des jeunes femmes qui se livrent à des rituels sanglants dans la ville de Boulos et qui sont des adoratrices, en fait, de Shub-Niggurath. Yog-Sothoth, on va le retrouver essentiellement dans Le Voyage de grand-mère, qui est la dernière nouvelle du deuxième tome parlé en français, enfin du deuxième livre parlé en français, La Reine en jaune. Une nouvelle qui fait plus ou moins écho à l'abomination de Dunwich, avec son évocation d'êtres hybrides, mi-homme, mi-bête, qui descendent de Yog-Sothoth. On a Dagon, justement, dans cette nouvelle que j'aime beaucoup, l'artefact de M. Göring, non traduite, où on voit le sorcier suédois Bertholz qui vend dans les années 30 à Hermann Göring, l'officier nazi bien connu, une statuette de Dagon fabriquée par les êtres primitifs qui peuplent l'archipel de Stockholm. Donc ça, c'est une nouvelle qui m'intéresse pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle réactive un peu, dans certains passages, le cliché sur les Finnois, les Finnois qui sont un peuple un peu primitif et un peu sorcier. C'est un cliché qu'on retrouve dans les contes suédois, que ce soit les contes authentiques ou les contes littéraires, à la Selma Lagerlöf, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Parce qu'en fait, voilà, cette statuette de Dagon, cette statuette qu'on présume maudite à la lecture de la nouvelle, dont on présume qu'elle est liée à des sortilèges divers, elle émane donc d'un peuple qui vit dans un endroit extrêmement reculé de l'archipel de Stockholm et dont le narrateur nous dit, enfin, pas tellement le narrateur, mais les personnages nous disent qu'ils sont à moitié finnois, qu'ils parlent une espèce de dialecte finnois. Donc, ça réactive ce cliché des Finnois comme peuple un peu étrange, ce qui se comprend évidemment dans la Suède traditionnelle. Et puis évidemment, ça réactive un autre cliché, d'une certaine façon, cette nouvelle, le cliché de l'occultisme nazi, qui est quelque chose qu'on va retrouver très souvent, là encore, dans plusieurs jeux de rôle et dans pas mal d'œuvres littéraires. Puisque certains dignitaires nazis étaient effectivement intéressés par l'occultisme.
Et Astur, ça va avec les nouvelles qui évoquent Carcosa. Astur, c'est une divinité du mythe qui va se retrouver dans les nouvelles autour de 1008. Bon, je vais passer là-dedans, je vais passer là-dessus très rapidement. D'ailleurs, cette diapositive n'est pas terminée, mais il y a beaucoup plus de détails sur ces aspects-là dans mon article. Le fait que plusieurs fois, on va retrouver cette phrase cliché, les astres sont propices, qui évoquera quelque chose de rôliste, sans doute. Il y a un supplément de la Palais de Toulouse qui porte ce titre, et qui est un cliché qu'on retrouve déjà, bien sûr, dans Lovecraft. Mais je passe pour évoquer donc ce retour au premier degré, avec l'idée que chez Fager, on ne trouve pas tellement de traits métalittéraires qu'on trouvait chez pas mal de ses prédécesseurs, donc par excellence chez Roland Wagner et chez Johann Nassim-Salo, avec la mention de Lovecraft et le jeu sur le statut du texte Lovecraftien en tant que texte purement littéraire en théorie. Ça, on n'a pas du tout chez Fager, on revient à une espèce de littérature au premier degré, avec la fonction épique qui domine, c'est-à-dire la construction d'un récit plus vaste et qui est un récit qui en apparence vise à distraire le lecteur, à l'embarquer aussi dans une grande aventure et non pas à le faire réfléchir dans une espèce de mise en abîme sur son statut littéraire, qui est une manière assez postmoderne de voir les choses, mais qui a eu une influence, comme on l'a vu, sur certains textes post-Lovecraft. Et donc Villarroel, cet auteur chilien qui a beaucoup de succès dernièrement avec ses textes post-Lovecraftiens, c'est un peu la même chose. Il s'abstient lui aussi de pratiquer cette littérature au second degré qui avait acquis ses lettres de noblesse ces dernières décennies dans le champ des textes post-Lovecraftiens. Donc voilà, avec ça, je pense avoir dit l'essentiel de ce qu'il y a à dire d'intéressant sur Anders Fager. Mais donc, pour reprendre un peu le titre de la conférence suggérée par Guillaume sur le titre autour d'une porte d'entrée vers le fantastique nordique, on peut le prendre comme ça, effectivement. On peut considérer que Anders Fager, en tant qu'auteur publié en France ces derniers temps, permet d'évoquer les spécificités du fantastique nordique. Et donc, si on va dans cette direction, il faut d'abord évoquer le fait que Régis Boyer, traducteur bien connu dans le champ des études nordiques, spécialiste des littératures scandinaves, il a notamment traduit les sagas islandaises et des textes de l'Edda nordique, etc. Donc c'est vraiment un personnage très respecté. Mais sur le fantastique, il a dit des choses avec lesquelles je ne suis foncièrement pas d'accord et qui tiennent au fait, évidemment, qu'il les a dites en un autre siècle où le fantastique était méprisé par beaucoup d'intellectuels en France. Et donc, lui a soutenu que le fantastique proprement dit n'existait pas dans les pays scandinaves. Et il a écrit notamment « Non, décidément, le Nord n'est pas fantastique, au moins dans les acceptions les plus débridées de ce dernier thème. » Boyer considérait que les Suédois, les Danois étaient trop pragmatiques pour s'intéresser au délire fantastique. Le terme de délire revient souvent chez Régis Boyer, puisque pour lui, la tradition latino-américaine du fantastique va beaucoup trop loin dans un imaginaire débridé. Et donc, je poursuis la citation. Un réalisme incoercible, un pragmatisme irréductible s'oppose par nature à toute outrance inconsidérée. Donc, il se met un peu là dans la peau des Nordiques. Préférons le roman document parce qu'il a de solides assises dans un concret vérifiable à toutes les élucubrations nées de cerveaux enfiévrés. J'ai écrit infiévré, mais je pense que c'est une erreur. Enfiévré. Dans la fin de son article, il parle quand même d'un fantastique doux à propos de certains textes suédois notamment, pour qualifier un fantastique qui tend un peu vers le merveilleux, c'est-à-dire un fantastique où l'idée de terreur est secondaire. En fait, ce qui ne plaît pas à Régis Boyer, c'est dans la définition de Roger Caillois du fantastique, mais ça vaudrait également s'il avait pris la définition de Tsvetan Todorov. Ce qui ne lui plaît pas, c'est l'importance de la peur dans la définition du fantastique.
Régis Boyer considère que la peur dans les textes littéraires, ça n'a aucun intérêt, c'est quelque chose de très vulgaire et qu'un auteur sérieux évite d'inspirer à son lecteur. Il trouve ça trop facile d'inspirer la peur. Donc, il est en fait contre le fantastique, au fond. Et c'est pour ça qu'il évite, enfin, c'est pour ça qu'il prétend qu'il n'y a pas de fantastique dans les pays nordiques pour lesquels il avait tant de goût. Et en fait, bien des auteurs de premier plan dans les pays nordiques ont abordé le fantastique et se sont montrés franchement fantastiques dans certains textes, dont Selma Lagerlöf, que vous connaissez sans doute pour Le voyage de Nils Holgersson, le récit où on voit Nils qui parcourt la Suède sur le dos des oies sauvages. Ça dit peut-être aussi quelque chose à certains aux plus âgés d'entre vous qui ont peut-être connu un certain animé japonais qui était tiré de cette œuvre. Mais Lagerlöf, elle a surtout écrit La légende de Gösta Berling, qui est pour moi un des meilleurs romans jamais parus et qui a un certain contenu fantastique, qui relève notamment d'un fantastique chrétien, avec le pacte avec le diable, revenant, sorcier, etc. Enfin, sorcier peut-être pas. On a également un texte très intéressant qui mériterait d'être réédité en France, Le Chartier de la mort, qui était paru chez Marabout dans les années 80. Ah mais non, attendez, je me trompe, puisqu'il a dû être réédité sous le titre Le Cocher, sinon c'est pas moi qui aurais... Ah oui, bien sûr, dans une réédition Actes Sud de plusieurs œuvres de Lagerlöf, il apparaît sous le titre Le Cocher. Ça, c'est un texte très intéressant également sur un mort qui va être chargé pendant toute l'année à venir de transporter les âmes des morts vers l'au-delà. Et plusieurs contes de Lagerlöf également sont tout à fait fantastiques, comme ici, le tome 2 de Théologie. On aurait des exemples en Finlande également, mais je passe. Et surtout, dernièrement, dans les pays nordiques, on a une nouvelle génération, avec Fager, bien sûr, John Ajvide Lind, qui a écrit Laisse-moi entrer, en 2004, un roman qui a été adapté 2 fois au cinéma, et 2 fois plutôt bien, dans une première version suédoise. Alors, bon, je ne suis plus très sûr des dates, peut-être vers 2010, puis 2 ans après, adapté dans une version états-unienne. Et en Finlande aussi, ces 2 auteurs, Johanna Sinisalo, Pasi-Maria Askelainen, qui sont un peu les 2 fers de lance du fantastique et de la science-fiction. Johanna Sinisalo est bien traduite en France, donc vous savez sans doute déjà croisé son nom. Et qui tous les 2, comme on l'a vu, ont justement proposé au moins un texte post-doctoral. Donc voilà, me semble-t-il, ce que je voulais dire comme dans le cadre de ce très vague aperçu du fantastique nordique, en prenant comme prétexte ce qu'on a dit précédemment sur Fager. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va pouvoir voir ensuite les questions s'il y en a.